Bah, je me souviendrai toujours de la première fois que j'ai entendu Aya, c'était un hit à la radio, ça passait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et bah, on kiffait quoi, sans trop savoir qui était derrière. One, two, three, My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. L'auteur-interprète derrière ce chef-d'œuvre n'est autre que André 3000, dit André Benjamin, connu pour être rappeur et producteur dans le duo Outkast avec Big Boy. Eya est un morceau présent sur le projet solo d'André, The Love Below, issu du double album d'Outkast sorti en 2003, où les deux disques sont des projets solos des membres respectifs. Franchement, qui ne l'a pas au moins écouté genre 2-3 fois d'affilée quoi, en une seule soirée. Elle est incroyable cette chanson. Bah navré du coup, tu vas forcément l'avoir dans la tête maintenant à cause de moi, mais... Un peu après la sortie de ce projet, André reçoit un coup de fil de Mike Lazo, qui à l'époque est le vice-président de la programmation chez Cartoon Network. Mike est intéressé par une série animée pour Adult Swim dans la lignée de cet album. Mais Tristax, lui, il était pas du tout partant pour faire un truc à la Adult Swim. Cette chaîne qui est connue pour faire du borderline potache. Lui, il est plus parti sur une idée de... ouais, plus propre à l'album. C'est après s'être promené dans ATL avec Mike que l'idée lui est venue. Il lui racontait son enfance, ainsi que ses souvenirs à l'école d'art dont sa mère l'avait forcé à aller, et c'est là que le déclic est apparu. L'interprète de Mrs. Jackson souhaitait que l'histoire se passe avant tout à Atlanta, ou sinon c'était niette. Pour rappel, Atlanta, c'est une ville qui est très peu utilisée finalement en tant que décor pour une série. C'est rare que tu trouves un cartoon qui se passe à Atlanta, quoi. C'est plus souvent à New York ou à Los Angeles. Ou des villes fictives, bon. Il fallait donc raconter une histoire qui tournait autour de l'enfance, la musique et surtout Atlanta. Et donc finalement, avec ces ingrédients, on se dit... pourquoi pas se priver et tout balancer ça sur Cartoon Network, quoi. Comme ça, il y a un grand public qui va en profiter. Créé par André 3000 et Thomas W. Lynch, Class of 3000 est diffusé sur Cartoon Network en 2006 aux USA. L'histoire met en avant Lil D, un enfant faisant partie d'une troupe de musiciens au sein d'une école d'art à Atlanta, et voulant en apprendre plus sur la musique afin de suivre les pas de son idole, Sonny Bridges. Sonny Bridges, lui, c'est une superstar, jazzman reconnu dans le monde entier, mais il en a marre. L'industrie musicale est hypocrite à ses yeux, et il décide donc de tout plaquer pour revenir d'où il vient, à Atlanta toujours. Make sure everybody gets a refund. Lil D apprend la nouvelle, il est dégoûté comme jamais et va tout faire pour que Sonny se relance dans le showbiz. Ok, le contexte est donné, le suspense est là, qu'est-ce qui va se passer ? Sonny devient prof de musique pour la classe de Lil D et ses camarades, après avoir fait beaucoup de réflexions. Ah ok, bon c'est pas plus mal La série tournant autour de la musique, chaque épisode a sa morale en chanson à la Love Below. Toutes les musiques sont produites par André 3000, car oui, il s'est vraiment mis à fond sur le projet juste après The Love Below. On va évidemment y retrouver la patte Outkast, avec ses inspi soul funk venant de l'espace, la Funkadelic Parliament. George Clinton, big up. A noter qu'il s'est aussi senti inspiré par Vince Guaraldi, compositeur des musiques du cartoon Peanuts ou Snoopy chez nous. Et évidemment, André 3000 ainsi que les doubleurs sont là pour faire les voix, quoi. It should be there next to the heart. Avec tout ça, il propose quelque chose de différent par rapport à ce qu'on pouvait entendre à la radio, sans doute pour ouvrir des nouvelles générations à ce qu'il écoutait quand il était plus jeune. Chose qui fera son effet, mais on y reviendra plus tard. Shout out George Clinton, écoutez ma God Brain, enfin voilà la base quoi, Funkadelic. Ah, Sound to Give. Non, ça c'est un autre album ça. Les thématiques sont souvent inspirées des valeurs d'André et sont vécues dans l'industrie musicale. La série met en avant des bonnes valeurs pour être un artiste accompli, tout en faisant des leçons de vie pour avoir aucun regret face à ça. Vous voyez un peu l'idée ? La relation que Sonny entretient avec ses élèves va pleinement dans un but positif, à la Cercle des Poètes Disparus, une des plus grandes inspirations de la série car c'est un des films préférés d'André. Rien qu'avec tout ça, finalement, André 3000, on comprend que il a profité du médium de l'animation pour faire passer un très bon message auprès d'un grand public en proposant une œuvre tout à fait bienveillante, quoi. Non mais en vrai, c'est un concept de ouf. André 3000 propose littéralement des conseils pour des enfants afin qu'ils deviennent de très bons artistes plus tard. Qu'ils apprennent les codes, qu'ils fassent pas les mêmes bêtises que lui. C'est quand même très cool, le gars est vraiment sympa. Alors je pense pas qu'on est sur la bonne chaîne YouTube pour faire un top des épisodes les plus sincères,
Mais vous voyez l'idée. Le pilote Home aborde le fait que malgré une mauvaise expérience, il ne faut pas rester sur ses idées. L'épisode I Am Blue explique que l'apparence ne fait pas l'artiste. L'épisode Eddie's Money présente le fait de sortir de sa zone de confort. Et pour terminer, l'épisode The Devil and Yildi montre qu'il ne faut pas vendre son âme en signant un contrat avec un label qui est tenu par le diable. Is that Santa? Close. Big D. Really? Hey, they call me Lil D. What your D stand for? Yeah, Dwight. Attendez, ça va pas un peu loin là? Ah d'accord. L'antagoniste de l'épisode est clairement inspiré de Surge Knight, le fondateur du label Death Row Records. Pour la petite histoire, Surge avait forcé Eazy-E à signer un contrat pour libérer Dr. Dre de son label, afin de le récupérer. Et d'après certaines théories, il aurait manigancé le meurtre de Tupac et Biggie. Non mais c'est qui a écrit cet épisode? Mais non, Megan McCarthy. Ben voyons. Bon, je sais que j'ai pas trop abordé le staff qui est présent sur cette série, car il y a beaucoup trop de personnes de l'industrie qui ont bossé sur cette série d'animation obscure. Mais McCarthy, quoi. Bah ouais. Non mais oui, tu m'as entendu, oui. Mais Megan McCarthy, c'est en partie la personne qui a pris le relais de Lauren Faust en tant que showrunneuse pour My Little Pony Friendship is Magic dès la saison 3. Elle a aussi écrit pas mal d'épisodes importants des 2 premières saisons. Ah, pourquoi Lauren Faust, elle était partie déjà? Elle devait bosser sur un cartoon. Comment c'est déjà? Wonder Over Yonder. Personne n'en a vraiment parlé. Enfin, c'est dommage, hein, parce que ça a l'air sympa comme truc, mais... Avec l'aide des studios de Cartoon Network et la présence de plusieurs talents de l'industrie dans le crew, l'esthétique générale de la série propose une diversité de formes et de couleurs, dans les décors, les objets et les personnages. D'après Valerio Ventura, directeur artistique, André souhaitait que le cartoon ressemble de loin à une peinture, en s'inspirant du mouvement expressionniste. Quelque chose de différent par rapport à ce qui était proposé à l'époque, mais qui va bien dans la direction d'André sur ses choix d'accompagnement musicaux. L'animation, elle est storyboardée en Californie, chez Cartoon Network directement, et puis pour tout ce qui reste de l'animation, ça se passe chez Rough Draft Korea, qui est en fait un studio d'animation qui est beaucoup utilisé, plébiscité par l'industrie. David Coleman, superviseur des Cara Design, décide donc de donner un côté incurvé, fin et flexible, pour changer du tout droit, gras et rigide qui correspond au genre du cartoon, un cartoon musical. Il s'inspire du travail de Hal Hirschfeld, caricaturiste connu pour son style bien à lui, qui a même eu le droit à un hommage dans Fantasia 2000, avec le segment Rhapsody in Blue. Un film qui, pour rappel, mélange aussi animation et musique. C'était d'ailleurs la grosse inspiration de David sur son travail. Dans l'ensemble, les personnages se complètent des uns des autres, ça crée carrément une cohésion de groupe, mais en plus de ça, on va avoir certaines expressions qui vont rappeler un petit côté cartoonesque. J'ai pas fait exprès, hein. Chaque chanson a le droit à un clip, souvent animé différemment que la série originale, prenant des directions artistiques différentes. C'est là où on sent que les animateurs ont pris du plaisir, en jouant avec les couleurs, style graphique, et etc. Au fur et à mesure de la production de la série, André, très occupé, se retrouve à rendre en retard les musiques dont il produit pour la série. Pire, la série coûte très cher, voire trop cher à produire pour la chaîne, et le nombre de téléspectateurs n'est pas à la hauteur de l'audimat souhaité. Contre toute attente, la production de la série prend fin en 2008, après une deuxième saison peu concluante. Après la diffusion de la série, un certain Timothy McGee a entraîné un procès auprès de Cartoon Network, car, je cite, il aurait eu l'idée avant. Mais son idée c'était juste un cartoon avec un prof de musique et des élèves avec des personnalités bien particulières. C'est très vague, mais soit. Bah écoute Timothée, je crois que le concept était un peu trop large pour que tu te l'appropries, parce que là je vois que en fait t'as perdu ton procès. Ah, non seulement t'as perdu ton procès, mais ça a quand même aussi motivé Cartoon Network à arrêter la série aussi un peu quand même. Ah, ok, voilà, big up à Tim. Depuis l'arrêt de la production de la série, Latlian n'est plus autant actif sur la scène musicale qu'avant. Il ne participe que sur d'autres projets en tant que featuring. On l'a récemment entendu sur le dernier album de Nerd, Kid Cudi, Anderson .Paak, James Blake, Frank Ocean, A Tribe Called Quest, mais aussi Travis Scott et Solange. Et les seules fois qu'on voit en public, c'est pour jouer de la clarinette basse dans la rue, ou carrément de la flûte dans des Starbucks. Je pense que le barista chez Starbucks, quand il le voit, il coupe la musique et il le laisse faire. Et quand on écoute ses récentes interviews, il n'est plus autant motivé qu'avant. Se comparant comme un boxeur trop vieux pour rester sur le ring, il se sent beaucoup moins talentueux qu'un Young Thug ou un Future, qui sont plus versatiles et vifs. Car pour lui, le rap c'est comme la boxe. Bien que son complice de toujours, Big Boy, lui, est toujours actif à ce jour. Ah, il est tellement actif qu'il fait des sons avec Hatsune Miku quoi. Daddy pants with 3 S's. Fuck niggas hit the X's. No S's on my chest, but all these diamonds got me blessed. Et ce qui est fascinant, c'est qu'en regardant certains extraits de Class of 3000, on ressent son désintérêt sincère pour cette industrie. Bien sûr, il est toujours là pour participer au projet des potes, mais en ce qui concerne lui et Outkast, c'est ce qui expliquerait pourquoi il ne sort plus vraiment d'album. Car oui, son dernier album, c'est l'OST de ce cartoon en fait. Vibrate.
En retour, Class of 3000 l'a inspiré aussi. C'est grâce à ça que Mike Lazo a été motivé de proposer plus souvent des programmes inspirés par la musique sur Adult Swim. Et on a eu le droit à une mise en avant plus importante de la musique, avec la mise en place de collaborations sous forme de compilations, de morceaux inédits d'artistes on the rise, des formations de duo comme Run the Jewels, des clips réalisés par la maison, ou carrément des séries comme Laser Wolf avec Vince Staples, ou bien même The Jellies et Loiter Squad avec Tyler the Creator. Tyler qui d'ailleurs n'a jamais caché le fait que la BO est pour lui une source d'inspiration. Il en a même touché 2 mots à Tristax. Je t'invite grandement à écouter l'OST du cartoon, mais aussi The Love Below, et comparer et voir certains ingrédients communs qu'il y a aussi dans des projets comme Igor, tout simplement. Je pense aussi qu'un Donald Glover n'existerait pas sans André 3000, et je doute que Class of 3000 ne soit pas passé par là. On sait que lui aussi avoisine le cercle Cartoon Network Adult Swim, réalise une série prenant place à Atlanta, et sort même des albums avec son personnage Childish Gambino, avec un album qui est particulièrement en hommage à Funkadelic. Georges, c'est pour toi. On les reverra plus tard faire des caméos sur Cartoon Network, comme dans Adventure Time pour Donald Glover, où il incarnera Marshall Lee, ou bien même dans Regular Show, là où il se retrouve dans une rap battle avec, Tyler. Nah. You're not celebrating nothing. Yo, B-Tron, turn it up. Yeah, crew's coming at you, say it twice, don't forget it. Y'all better catch up to where we're at. You're behind the times, can't compete without your rhymes. Pour ce qui est de l'impact en France, la série est arrivée chez nous en 2007 au nom de Class 3000. Mais son arrivée n'est pas seule. C'est aussi une première fois dans l'histoire du doublage français, avec la présence du premier star talent du net. Mais je vais laisser un spécialiste en parler. Comme l'a remarqué Vincent, la VF de cette série est la première à avoir fait l'utilisation d'un star talent du net. Vous savez, profiter d'une star émergente pour faire une meilleure promo. C'est ainsi qu'on a eu Kamini, oui, qui a fait la voix de Sonny Bridges. Par contre, c'est absolument pas le dernier star talent du net, ni le dernier rappeur à faire du doublage d'animation. D'ailleurs, l'intro du clip Ça c'est Showbiz ressemble étrangement à l'épisode The Devil and Lil D. Et vous savez, celui avec Surge Knight. Avec ce contrat, Kamini, tu rentres dans le show business. Et rigolo de souligner aussi que Kamini avait fait un album en 2009, après la série, s'appelant Extraterrien, là où Outkast avait sorti 8 Alien en 1996, soit 13 ans avant. Genre extraterrien, les aliens d'Atlanta, il y a un truc quoi. De vraies questions se posent alors. Est-ce que les chansons ont été doublées aussi? Vu que c'est coup-ci coup-ça chez Cartoon Network, j'ai un doute. Je veux dire, toutes les chansons de la série Steven Universe sont doublées, mais pas tous les épisodes, et pas celles du film, donc bon, c'est un bordel sans nom. Mais alors, est-ce que Marly Gaumont c'est le Atlanta français? Est-ce que Kamini ne serait pas notre André 3000 à nous? La série a fait affaire à d'autres soucis de distribution. Entre le procès abordé un peu plus tôt et le départ de Mike Lazo, ça a aussi créé une faille spatio-temporelle chez Cartoon Network. La plupart des cartoons diffusés à cette époque ont très peu été rediffusés à l'antenne et sont de plus en plus compliqués à retrouver. Dans certains cas, des plateformes comme iTunes ou Hulu aux USA permettent de revoir la série, mais pour ce qui est de Class of 3000, uniquement certains épisodes sont trouvables sur iTunes USA, et donc en VO. Cependant, j'ai réussi à trouver l'OST de la série en CD. Mais c'est en anglais. Et même mieux que ça, on peut encore écouter la BO sur les plateformes de streaming, comme tout autre album en fait. Même si André 3000 aujourd'hui il est un peu en crise existentielle vis-à-vis de sa carrière d'artiste, ça change pas le fait qu'il a influencé mais le destin de pas mal de gens. Et ça, c'est quelque chose. Son cartoon a sans doute donné envie à plein d'enfants de faire de la musique, ou du moins à s'intéresser à ce qu'est vraiment la musique et non pas de son industrie et ce qui marche. Son ambition est peut-être celle qui a créé cette étincelle pour Mike Lazo. Et surtout son complice, Jason DiMarco, de créer le label William Street Records avec Adult Swim, afin d'ouvrir une nouvelle audience à une musique moins souvent mise en avant. Bon, ça on en reparlera. Et je trouve ça bizarre que cette série qui est autant importante pour André, pour la culture d'Atlanta et les diverses œuvres, artistes, organismes qu'elle a inspirés, soit reniée par Cartoon Network. Car oui, la série a disparu de leurs sites internet respectifs. Mais comme le disait un grand, mais ça, c'est showbiz. Na 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 na, cabine 26.